Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première conférence 2025 du CNPO. On est vraiment ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Et déjà, on vous remercie d'avoir répondu très largement à notre invitation. On va déjà remercier aussi, pour ne pas oublier, toutes les personnes qui ont œuvré pour mettre en place cet événement. Merci à l'école française de gastronomie Ferrandi pour aussi nous avoir permis de faire ce concours. Alors, il y a un jury qui s'est réuni ce matin pour désigner la meilleure omelette de nos terroirs. Donc, vous aurez les résultats du concours en fin de conférence. Cette conférence qui aujourd'hui, le titre dit à peu près tout, mais les œufs poursuivent leur envol en France. La filière appelle à simplifier les procédures pour construire les 300 poulaillers d'ici 2030. Rappelez-vous, on s'était vu en juin 2024 et vous avez parlé d'un nouveau plan de filière pour la filière œufs française. Et ce plan se met en place, mais je pense que vous avez envie de savoir où on en est depuis le temps qu'on vous dit, ça fait un an, 10 mois qu'on vous dit 300 poulaillers. Eh bien, on va pouvoir vous avancer quelques éléments. Donc les intervenants aujourd'hui, donc nous aurons Alice Richard, qui est à ma droite, qui est directrice du CNPO depuis quelques années maintenant. Loïc Colombel, qui est à ma gauche là-bas, qui lève le bras, qui est vice-président du CNPO et qui représente le syndicat des conditionneurs d'œufs et des industriels des ovoproduits. Nous aurons le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, qui est là, qui viendra en troisième partie. Sur cette conférence de presse, on a souhaité mettre un accent sur les qualités de l'œuf, qualité nutritionnelle, gustative, et je crois que vous allez le voir pas mal dans le menu entrée, plat, dessert et mise en bouche qui va vous être servi ce midi. Et puis l'animateur de tout ça, c'est un producteur d'œufs des Côtes-d'Armor, qui est aussi président du CNPO, Yves-Marie Baudet, moi-même, 55 ans, qui travaille et qui produit des œufs grâce à des hommes et des femmes, une équipe de salariés qui est très très importante et primordiale pour la réussite de nos entreprises, quel que soit l'étage de la filière. Et on ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, mais autant on peut être 3000 producteurs en France, mais nos salariés sont un maillon essentiel dans nos entreprises. Et nous, 1er mai, pas 1er mai, les œufs, il va falloir les ramasser. Donc, vous pensez bien que, bon, on ne pense pas avoir d'inspecteur de travail le jour-là, mais on a nos salariés qui vont travailler 1er mai. Voilà, c'était un petit aparté. Alors voilà, au programme aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous faire un rappel de chiffres, des tendances de consommation, de production, là où on en est, en avril 2025. Une deuxième partie, donc ce sera le cœur de la conférence, et sur quelque part nos revendications par rapport à notre objectif de souveraineté alimentaire qu'on ne cesse de répéter. 300 nouveaux poulaillers, et puis notre tendance vers plus d'œufs alternatifs. Et puis donc après, on aura donc la partie nutrition plaisir, avec les œufs au cœur de l'équilibre alimentaire du plus grand nombre, avec Laurence qui là fera son intervention. On finira bien sûr, parce que c'est ce que vous attendez tous aujourd'hui, c'est l'omelette réinventée, le trophée œuf de France, avec tous ces jeunes qui ont beaucoup de mérite et qui ont eu beaucoup de travail pour nous présenter leurs assiettes ce matin. Voilà, donc ça c'est juste l'introduction, mais vous me dites il va être très long, mais ça vient, on est parti. Là, je vais donner la parole à Alice. Alors bonjour à tous, donc Alice Richard, moi je suis la directrice du CNPO et comme d'habitude je vais vous donner quelques chiffres sur les tendances de consommation. Donc si on regarde la consommation d'œufs depuis 2 ans, mais également sur les 3 premiers mois de 2025, on voit qu'on est sur une tendance de fond. On a une hausse de la consommation qui se poursuit. Donc, vous voyez les chiffres. Donc, en 2023, on était quasiment à plus 4%. 2024, on était à plus 4,7%. Et là, si on regarde rien que les 3 premiers mois de 2025, on voit aussi qu'on est sur la même tendance.
Donc c'est vrai que les œufs en magasin se démarquent des autres produits parce qu'on a une dynamique qui est très très forte. Et vous avez pu le voir notamment via quelques articles dans la presse là, ce début d'année sur quelques rayons qui pouvaient être clairsemés suite à cette hausse de la consommation. Si on essaye de vous donner un ordre de grandeur, en fait, cette hausse, on peut la chiffrer en nombre d'œufs et ça fait quasiment 300 millions d'œufs supplémentaires à produire chaque année pour répondre à cette demande. Là, vous avez d'une part le nombre d'œufs consommés par habitant et par an en France. Donc, on est à 226 en 2024. Et on vous a mis, à titre de comparaison, la moyenne dans le monde, donc, qui est inférieure. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une grande disparité. Il y a des pays où on en consomme beaucoup plus. C'est en fonction des habitudes culinaires. Nous, on est à 226 en France. Et comment on les consomme en France? Donc, on a plusieurs circuits de distribution. 45% sont consommés dans les magasins sous format œuf coquille. Ensuite, vous avez 35% consommés sous forme d'ovoproduits, que ce soit dans la restauration ou dans les industries agroalimentaires. Et 19% sous forme d'œuf coquille dans la RHD. Si on regarde maintenant les prix et la tendance, où est-ce qu'on en est ce début d'année, en 2024, en moyenne, un œuf coûtait 26 centimes. Donc, on a observé une baisse des prix courant 2024, donc, qui s'est poursuivie tout au long de l'année. On est à quasiment moins 1%, tout code confondu, tout mode d'élevage confondu. Et en fait, il y a des codes sur lesquels on observe des baisses plus importantes. Donc, vous voyez, sur le sol, on est à moins 2,8%. Et puis sur le plein air aussi, on a une tendance à la baisse à moins 2%. Et donc, comment on explique cette baisse de prix? Finalement, c'est la répercussion des coûts de production. On a une baisse des coûts de production, notamment liée à l'alimentation des poules pondeuses. Et donc, on répercute cette baisse tout au long de la chaîne. Et c'est ce qui permet de voir le prix baisser jusqu'au consommateur. Comment on explique aussi le succès de l'œuf? On l'a dit plusieurs fois, c'est considéré par les consommateurs comme un produit anti-crise. 7 Français sur 10 qui considèrent que c'est un produit anti-crise et que c'est un produit très abordable et que c'est la protéine animale la plus abordable sur le marché. Et je te cède la parole, Loïc. Bonjour à tous. En haut. Donc, comme on vous l'a dit déjà, l'œuf à la cote, mais pas seulement en France, partout dans le monde, on a une consommation qui augmente dans tous les continents et dans tous les pays. Aujourd'hui, la production mondiale, on l'estime à 1700 milliards d'œufs. Donc, ça veut dire qu'on a 55 000 œufs pondus chaque seconde. Mais c'est une production qui a explosé ces dernières années, puisqu'on est à plus de 25% sur les 10 dernières années, principalement de l'évolution en Chine, en Asie, beaucoup plus que sur des pays comme l'Europe, où on est déjà sur des marchés matures. Après, dans les gros producteurs, aujourd'hui, le premier producteur reste la Chine. C'est un tiers de la production mondiale, mais c'est aussi un tiers de la consommation, voire un peu plus de temps en temps, parce que Hong Kong continue à importer des œufs. Derrière ça, on a l'Inde, qui est un pays qui, au départ, produit des œufs uniquement pour exporter des ovoproduits. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de consommation. C'est un pays qui, il y a 20 ans, consommait à peu près 30 œufs par habitant. Et aujourd'hui, ils sont à peu près à 60 œufs par habitant. Et on est dans des pays qui ont une forte croissance, où on enlève le tabou religieux et on amène la valeur nutritive de l'œuf. Après, l'Indonésie, l'Europe et les États-Unis sont à peu près sur le même pied, avec 7% de la production mondiale. La France reste le producteur numéro 1 en Europe, devant l'Allemagne et l'Espagne. On conserve notre position de numéro 1. On a été ex aequo en 2023 suite au problème de la grippe aviaire. 2022, pardon. Et aujourd'hui, on a un système qui nous permet... Donc, on n'a pas eu de grippe aviaire cette année en Europe par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. Vous avez tous entendu parler de la pénurie d'œufs aux US, liées à la grippe aviaire. Les États-Unis ont perdu 30 millions de poules entre le 1er janvier et le 20 avril. On en a perdu, nous, 9 millions en Europe. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut qu'on en rajoute 4,5 perdus hier en Pologne. Mais bon, ça peut arriver. Ce qui est un peu étonnant d'arriver à cette époque-ci. Par contre, la France a été touchée avec 2 épisodes de grippe aviaire pendant cette période, mais sur des
deux élevages d'une taille de 30 000 poules. Et ça, c'est par une démarche de la filière, mais l'ensemble de la filière avicole, hein, pas seulement les pondeuses. La vaccination systématique des canards qui nous a permis de diminuer le risque de contamination et la mise à l'abri des animaux qu'on continue à soutenir et qu'on continue à vouloir mettre en place parce que c'est le seul moyen de limiter les risques. On a une balance commerciale qui se redresse un peu. On avait dégringolé notre balance commerciale en 2022 parce qu'on était avec la grippe aviaire, on avait une chute de notre production, donc on n'avait pas grand-chose à exporter. On reprend aujourd'hui un peu et principalement grâce aux ovoproduits. On exporte toujours des ovoproduits et on importe des œufs de façon régulière. On a un taux d'approvisionnement qui n'est pas encore revenu à 100%. Notre objectif, c'est d'arriver à 102% d'autosuffisance parce qu'à 102%, on estime qu'on arrivera un peu à juguler les différences de demande au cours de l'année. Et aujourd'hui, on est sur 98,6, mais on est passé à moins de 96 en 2022 suite à un problème de grippe aviaire. Pour ça, on se mobilise, toute la filière, et je vais passer la parole à Yves-Marie qui va vous expliquer les engagements de la filière. Merci Loïc pour ces éléments. Voilà, sur la deuxième partie d'intervention, objectif 300 nouveaux poulaillers d'ici 2030. En 2024, on a noté quand même une stagnation de la production, moins 0,4% par rapport à 2023. On appelle ça une stagnation, vous pouvez appeler ça régression si vous voulez. 0,4%, c'est voilà, c'est pas facile à estimer, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup de poulaillers, notamment sur des poulaillers de poules en cage aménagée qui sont en travaux. Et c'est une vague de travaux qui se lance pour aller vers plus d'alternatives. Donc c'est pour ça qu'on a cette petite régression de production. Mais je dirais de façon globale, on est sur des effectifs de poules qui sont équivalents d'une année à l'autre, là pour l'instant, avec des lots qui se rallongent et qui produisent un peu plus longtemps. Mais ça n'empêche que 2024, on a un petit peu régressé en production. C'est une production qui est quand même largement inférieure à 2021, moins 2,5%. Et ça, c'est pareil, ce sont des transformations. Il y a eu quelques arrêts. C'est l'après-grippe aviaire on a du mal à retrouver tous nos effectifs, mais on n'en est quand même pas loin. Ce qui fait qu'on a importé un peu plus d'œufs coquilles. On en a importé 20%, plus 20%, alors qu'on en a exporté 10% de moins. Malgré le fait que l'origine française soit une origine très attendue. 89% des Français jugent l'origine française des œufs importantes. Ce sont des importations qui sont essentiellement dédiées aux ovoproduits, à l'industrie, puisqu'on a la chance, et je le répète à chaque fois, mais c'est important, de saluer l'engagement de la grande distribution française de mettre toujours des œufs français à disposition des consommateurs. Peut-être pas 100%, mais 95%, et c'est quelque chose qui ne déroge pas, à laquelle il ne déroge pas, même si on a dû, à un moment donné, les faire rentrer dans un accord veau-sexage et autres, et à ce qu'ils payent un peu plus cher l'œuf, mais c'est un engagement d'accompagnement de la filière qu'ils ont toujours, et on les en remercie. Les importations, elles viennent d'où? Là, vous avez les graphiques à côté, 2021, 2022, 2023, 2024, et vous voyez le segment, je dois pas avoir de pointeur là, mais on a le segment noir qui a largement augmenté, et vous voyez que c'est le segment ukrainien qui a très largement augmenté. Vous voyez un peu la courbe. Et donc en 2024, plus 60% d'importations venues d'Ukraine en un an. Et en 2025, la hausse continue puisqu'on est à plus 60% sur les 11 premières semaines par rapport aux 11 premières semaines 2024. Il y avait des accords de quotas au niveau de l'Europe qui permet d'avoir des droits de douane jusqu'à une certaine quantité. Je crois que c'est les 50 000 tonnes. 40 et quelques 000 tonnes. Malgré ces droits de douane, l'œuf ukrainien reste encore moins cher que l'œuf, on va dire, français. Donc, et l'an dernier, ce quota de droits de douane a été atteint dès le mois de juin. C'est pour vous expliquer comment ça a pu évoluer. Cette année, on va sans doute l'atteindre encore plus vite. Mais c'est l'œuf ukrainien. Qui dit production d'œufs en France insuffisante, eh ben c'est la porte ouverte aux importations, ça vous le voyez. Mais c'est aussi une concurrence déloyale d'entreprises d'œufs à bas coût. Pas les mêmes normes environnementales et sociales, ni la même réglementation sur le bien-être animal.
Ça, vous le connaissez, cette chose-là, on vous l'a répété plusieurs fois, mais un œuf qui n'est ni allemand ni français, c'est un œuf qui tue le poussin mâle. Il faut le dire aussi, l'ovosexage, il est pratiqué en France et en Allemagne, donc tout ce qui vient d'ailleurs. Et puis en Ukraine, on peut aussi des coûts alimentaires qui sont largement inférieurs à nous. La céréale est produite sur place, du personnel qui est beaucoup moins bien payé avec des conditions sociales qui sont largement différentes. Les conditions sanitaires. Et les conditions sanitaires, oui, qui sont très différentes aussi. Loïc vous a parlé de la Pologne tout de suite, qui la semaine dernière a perdu 4,5 millions de poules pondeuses sur la grippe aviaire. La France n'a pas connu de cas de grippe aviaire depuis l'automne dernier. Et en poules pondeuses, on a eu 2 élevages de 30 000 poules de touchées cette année. 2 élevages de 30 000. Là, on vous parle d'un élevage de 4,5. Donc sur la taille des élevages aussi, on n'a pas trop de choses à se reprocher. En tous les cas, la filière elle est engagée pour assurer l'autonomie alimentaire, c'est notre objectif. On vous a parlé tout à l'heure du 101-102%. En France, on consomme un peu plus de blanc que de jaune ou de jaune que de blanc. Bon, ça dépend des années. De jaune que de blanc. Donc il nous faut un peu plus de 100% pour... Et puis dans la grande distribution française, eh bien, on a des écarts de volume selon les mois, des écarts de volume de vente d'œufs qui sont assez importants. Et pour pouvoir absorber toutes ces variations-là, eh bien, on est obligé d'avoir une autonomie qui est un peu supérieure. Et on vous l'explique régulièrement, mais être autosuffisant pour répondre à la croissance, à la demande du marché français, pour nous, c'est hyper important pour maintenir un outil de production en France qui soit durable et donner envie aux porteurs de projets d'investir. Et pour cela, le message, il est bien passé, les 300 poulaillers d'ici 2030. Et vous en remercie, vous, les journalistes, d'avoir relayé ce message-là comme il faut. Mais on a un vrai frémissement au niveau du terrain, avec des porteurs de projets. On a plusieurs centaines de poulaillers, plusieurs centaines de projets qui sont en cours de gestation. On va appeler ça comme ça. Par exemple, on vous a donné le cas d'une organisation de production dans le Grand Ouest qui a répertorié les projets de construction sur leur stade d'avancement. Donc, sur cette organisation de production qui a, on peut le dire, plusieurs millions de poules pondeuses en projet, sur des bâtiments de taille très correcte, on en a 25% qui sont au stade de la réflexion, 45% avec des devis et des accords bancaires en cours, 20% qui sont au stade des démarches administratives, et déjà 10% ont débuté les travaux. Vous voyez, du projet de poulailler à la ponte des œufs jusqu'à 2 ans de délai, dont 1 an consacré aux démarches administratives. Après, la construction d'un bâtiment demande aussi beaucoup de temps. Et il y a une chose auquel les entreprises sont confrontées très régulièrement, c'est le manque de main-d'œuvre pour répondre à la construction des bâtiments ou à la transformation des bâtiments. Ça, c'est un souci que nous envoient les entreprises très régulièrement. Et donc, ces chiffres-là qu'on vous donne portent sur quelques dizaines de milliers de poulaillers et ça donne bien l'état des avancées. Mais on voudrait accélérer les choses. On veut accélérer les choses et pour cela, on a des demandes à faire à l'État. C'est l'État français, c'est de la simplification. Donc, on ne demande pas d'argent à l'État français, de toute façon, il n'y en a pas. On demande des choses très simples. Le premier élément, se conformer aux règles européennes sur le seuil des 60 000 poules. Ça, c'est dans le régime des installations classées. C'est tout simple. En Europe, le seuil, il est à 60 000. En France, il est à 40 000. C'est une surtransposition de la France sur des normes européennes. Donc, c'est très simple. Il suffit juste, là, il y a une loi qui est en train de se discuter sur la simplification administrative. Voilà, c'est un simple texte. Exclure l'élevage de la procédure d'autorisation environnementale issue de la loi Industrie verte. Au printemps dernier, il y a la loi, ou à l'hiver dernier, la loi Industrie verte qui est sortie. Et donc, l'agriculture a été mise dans le même registre que l'industrie. Et donc là, c'est au niveau de l'évaluation environnementale, on en est rendu à une enquête publique qui va durer 3 mois, 2 réunions publiques, un site internet. On est rendu sur des installations d'élevage, ou du moins de la création de bâtiments, où quelqu'un, je ne sais pas, si le projet il est à Lille, c'est quelqu'un de Marseille qui peut venir donner un avis sur un projet à plusieurs centaines de kilomètres et autres. Et ça,
On pense que une enquête publique, elle doit avoir lieu. Il faut que la population se prononce sur telle ou telle installation. Mais il y a quand même un intérêt à agir et dans certains périmètres et ne pas avoir des choses. Et donc, en développant tout ça, bien, on retarde les projets. C'est un peu compliqué. Ensuite, on a une autre directive européenne sur les émissions industrielles. Et là, c'est à l'Europe. Et c'est pareil. Là, l'élevage est traité au même titre que des industries, quelles qu'elles soient. Là, vous voyez, en juillet 26, le seuil pour rentrer dans ces fameuses IED, Industrial Emission, et le D, je ne sais plus, mais Directive, voilà, mon anglais est à peu près bon, vous avez compris. Et là, le seuil va descendre à 21 500 poules. Il était à 40 000 poules. Il était à 40 000 poules, il va tomber à 21 500 poules. En fait, ce sont des petits élevages qu'on va faire rentrer dans une directive avec des agriculteurs qui n'ont pas forcément des moyens financiers ou des moyens techniques selon les bâtiments pour faire ces travaux d'adaptation. Donc c'est encore un non-sens de rentrer. Alors la France a du mal à avoir des appuis à l'Europe parce que la France est un des derniers pays à avoir des élevages de aussi petite taille. Le polonais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand, lui, cette directive-là, c'est pas un problème. Il n'y a plus d'élevage aussi petit que ça. Aujourd'hui, il se construit en Pologne des unités de 600 000 poules. Il se construit en Espagne des unités de 500 000 poules. En France, non, c'est pas le cas. Et donc, on se trouve pénalisé par cette norme-là. Donc, ce sont les 3 demandes, toutes simples, qu'on a à faire à l'État français. Nous simplifier la vie, mais on ne demande pas à faire moins d'environnement. On ne demande pas à faire moins de bien-être et on ne demande pas à faire moins de social. Vraiment, c'est de se conformer à ce qui se fait déjà partout. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous exprimer sur ce sujet-là. Je redonne la parole à Loïc. Je vais vous parler, moi, un petit peu de l'œuvre de France. On a donc dans notre organisation du CNPO un comité national de la promotion de l'œuf, donc la promotion de l'origine. Donc l'origine française, c'est quelque chose qui est attendu par l'ensemble des consommateurs. Pour 95% des consommateurs français, c'est le moyen de soutenir la production française, c'est le moyen de soutenir les élevages français. Pour 90%, c'est une garantie de qualité sanitaire et de sécurité alimentaire. Et pour 87%, c'est une garantie de qualité en général. On a une filière d'excellence en France. On continue à le répéter à chaque conférence de presse. Mais on a quand même une filière de qualité et une filière d'excellence que ce soit sur tous les maillons de la production française. Et ce logo œuf de France, il est présent également sur les boîtes d'œufs ou parfois sur des produits transformés. Et pour 75% des consommateurs, 3 sur 4, c'est un gage de garantie en termes d'achat, que ce soit sur les œufs ou sur des produits transformés. Aujourd'hui, un œuf de France, c'est un œuf qui est pondu en France, bien sûr, mais dont la poule a été élevée en France, est née en France, et est élevée en France. Et donc, c'est un logo qui est applicable aussi bien sur les œufs coquilles que sur les ovoproduits et qui peut être repris sur l'emballage du produit qui va contenir un ovoproduit issu d'œufs de France. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir en magasin. On est aujourd'hui présent pratiquement, presque toute la distribution y est. Il y a 2 réfractaires qui ont leur propre logo. Et aujourd'hui, on est 48 entreprises qui sont engagées dans cette démarche œuf de France. Je vais repasser la parole à Yves-Marie qui va continuer sur nos engagements de plan de filière. Voilà, merci Loïc. Oui, dans le plan de filière, on avait deux rubriques principales. C'était les 300 bâtiments et les objectifs 90% de poules pondeuses en système alternatif en 2030. Alors, œufs alternatifs, bien sûr, hein, c'est juste un rappel, mais c'est avec des poules produits qui sont élevées au sol, qui sont élevées en plein air ou avec une alimentation biologique. La France aujourd'hui, donc ça vous le saviez déjà, hein, le seuil des 3 poules sur 4 élevées en élevage alternatif a été franchi en 2024. En 2024, 75% des poules sont en mode alternatif. Et sur votre droite ou gauche, mais vous voyez le petit œuf, mais le cage aménagé 24,9%.
La production biologique, 14%. Le label rouge, 5,5%. Le plein air, qui aujourd'hui domine la production en France, à 32,6%. La production du sol, à 23%. Donc l'objectif, c'est cage aménagée à 10% en 2030. Ça se fera sans doute par un développement du sol et du plein air. La production biologique s'est un petit peu réadaptée par rapport à une évolution de demande qui s'était ralentie ces 2 dernières années. Aujourd'hui, la production bio en neuf a un contexte plus favorable, maintenant que la production et la consommation se sont réalignées. Mais il y a eu de gros tourments ces 2 dernières années sur la production bio, avec des déconversions de producteurs. Le mode d'élevage, premier critère d'achat selon l'enquête consommateur CNPO CSA en 2023. On avait noté une évolution notamment du critère prix qui avait augmenté avec une dégradation du critère mode d'élevage et l'origine française 18% sur ces critères d'achat essentiellement en grande distribution. En grande distribution, donc, vous retrouvez ça aussi puisque 81,7% en 2024 des achats d'œufs ont été faits avec des œufs issus de poules élevées en système alternatif et la cage qui est passée sous du moins le mode code 3 est passé en dessous des 20% et en 2024 s'inscrit à 18,3% dans les achats de grande distribution. C'est une tendance qui va encore s'accélérer puisque beaucoup d'enseignes ont pris un engagement en fin 2025 pour retirer ce mode de production d'œufs de leurs étals. Donc en 2025, je pense que le mode cage aménagée risque de se retrouver en dessous des 10%, avec un développement du mode sol et plein air, bien sûr. En nouveaux produits, donc notamment sur la restauration et entreprises agroalimentaires, là aussi, les œufs alternatifs sont en progression. Donc ils sont même majoritaires depuis 2022. Puisqu'ils représentent aujourd'hui 58% d'utilisation d'œufs dans ce créneau-là. Sur la restauration entreprise agroalimentaire, là par contre c'est pareil, ça progresse gentiment, mais on a encore des œufs issus de poules élevées en cage aménagée qui représentent les 2 tiers sur le marché de la RHD. Et sur le marché à destination agroalimentaire en 2024, on est à 35%. Mais c'est un mouvement qui est là ici aussi, mais qui est un peu, on va pas dire en retard, mais qui va à sa vitesse, parce que aussi c'est la disponibilité des œufs alternatifs qui limite l'accès à ce type d'œufs. Vous avez bien vu tout à l'heure, on a encore 24% des poules qui sont élevées en cage aménagée. On a des demandes d'entreprises pour aller beaucoup plus vite vers l'alternatif. Je vous ai dit la disponibilité du produit et il y a aussi le prix. Le prix du produit qui quelquefois calme un peu dans les recettes pour incorporer des œufs type alternatif par rapport aux contraintes de prix de vente du produit final derrière. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Laurence, si vous voulez bien venir. Médecin nutritionniste, donc on va avoir un petit côté scientifique maintenant. Hein, allez. Et bienveillant et rassurant. Bonjour à tous. Alors je passe les dias. Comment ? Ah voilà. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je vais vous parler de nutrition. Moi j'adore les œufs. J'en mange très régulièrement. Et je sais pourquoi. Parce qu'en fait, l'œuf est un excellent produit santé parce qu'il est quand même très très complet. D'abord, sa première richesse sont les protéines. Il y a quand même 12 grammes de protéines dans 2 œufs. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, 12 grammes, c'est la moitié d'un steak de 100 grammes. Donc 50 grammes de viande égale 12 grammes de protéines, égale l'équivalent en protéines de 2 œufs. Mais surtout, ces protéines, elles sont exceptionnelles parce qu'elles contiennent tous les acides aminés dont notre corps a besoin, ce qui n'est pas le cas du tout des protéines de la viande, du poisson ou des produits laitiers. Donc c'est le seul aliment dont les protéines contiennent tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. Donc c'est vraiment une protéine de référence. C'est dans ça qu'elle est très très intéressante. Ensuite, les lipides.
Il y a à peu près 10 à 12% de lipides dans les œufs aussi. Ces lipides sont concentrés dans le jaune, sous forme de phospholipides. Alors évidemment, il y a un peu de cholestérol. C'est ce qui lui a causé beaucoup de tort et de façon tout à fait injuste, puisque à l'époque, on pensait que le cholestérol des aliments était directement responsable de la montée du cholestérol dans le sang. Ce qui n'est pas du tout le cas maintenant qu'on connaît bien les mécanismes du métabolisme du cholestérol. On sait que notre corps en fabrique, parce que le cholestérol, on en a besoin. Et donc, toutes les nuits, parce que c'est surtout la nuit que le foie travaille à fabriquer notre cholestérol, il nous livre entre 1 et 2 grammes de cholestérol et il est très peu influencé par les apports alimentaires. Donc là, on se calme. Le cholestérol des œufs, oui, tant mieux, c'est un apport utile et ça n'impacte en rien le taux de cholestérol des personnes qui n'ont pas de problème avec leur cholestérol. Donc, il y a pas de, on peut très bien manger 2 œufs tous les jours sans que ça fasse monter le taux de cholestérol. Ensuite, dans les œufs, comme je vous disais que c'était très complet, effectivement, il y a plein de minéraux et d'oligo-éléments. Vous voyez, du phosphore, du soufre, du fer, de l'iode, du sélénium. Et d'ailleurs, à noter que l'œuf est une source de fer, parce que quand on parle du fer, on pense toujours à la viande rouge. Hein, mais en fait, l'œuf apporte du fer aussi. Et ce fer est surtout présent dans le jaune. Également, l'iode. Il y a à peu près 40% de la population en France qui est carencée en iode. Donc, ce qui produit des hypothyroïdies par manque d'iode. Et si on mangeait plus d'œufs, on manquerait moins d'iode. C'est une source d'iode extrêmement importante. Vous voyez, 30% du besoin quotidien avec 2 œufs. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qui en apportent, à part le poisson et les fruits de mer. Bon, les vitamines, alors là, c'est fantastique. Tous les jours, nous avons besoin de 13 vitamines. Dans 2 œufs, vous avez, regardez, entre 20 et 100% du besoin quotidien en 9 vitamines sur les 13. Je ne connais pas beaucoup d'aliments qui contiennent autant de vitamines. Hein. Et ces vitamines sont assez peu impactées par la cuisson, parce qu'en fait, avec les œufs, la cuisson, elle est assez courte. En moyenne, ça va jusqu'à 10 minutes avec l'œuf dur, mais la coquille protège l'intérieur. Donc, au final, toutes les qualités nutritionnelles des œufs sont assez peu impactées par la cuisson. Donc, c'est génial. Alors, cet œuf, il va nous accompagner toute notre vie, puisqu'on peut déjà commencer à mettre de l'œuf dans l'assiette d'un enfant de 6-7 mois, en petite quantité bien sûr, allant jusqu'à un demi-œuf à la fin de la première année, et puis ensuite un œuf dans la journée, en alternance avec la viande et le poisson, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à partir de l'âge de 5 ans, ça sera entre 1 et 2 œufs par jour en termes de portions. Et à partir de 10 ans, 2 œufs par jour qui correspondent à notre portion d'adulte. Donc les œufs, c'est super bien pour les enfants, pour les protéines, pour les lipides, pour les minéraux, pour le fer, pour l'iode, pour les vitamines. Donc pour eux, c'est vraiment un concentré d'apport nutritionnel qui convient tout à fait à leur croissance, qui est phénoménale. Pendant les 18 premières années de vie, c'est là qu'on vraiment le corps se transforme et les besoins nutritionnels ramenés au kilo de poids sont extrêmement importants. Donc il est fondamental chez un enfant de lui donner des aliments qui soient concentrés sur le plan nutritionnel. Petit volume, beaucoup d'intérêt nutritionnel et c'est le cas des œufs. Chez les ados, ce qui est génial, c'est que les ados aiment les œufs. Il n'y a pas beaucoup d'aliments qu'ils aiment, mais alors là, les œufs, ils aiment. Surtout quand c'est nomade, que ce soit les œufs durs, dans les salades composées pour les filles, ou l'omelette. Là, les ados, ils aiment. Donc, on y va. Et comme ça les éloigne un peu de la junk food et ça leur apporte des choses très utiles. Chez l'adulte, l'œuf, c'est un aliment exceptionnel. Non seulement sur le plan nutritionnel, bien sûr, mais surtout l'avantage de l'œuf, d'abord, ça coûte pas cher, et puis c'est facile et rapide à cuisiner, parce que le facteur temps, maintenant, ça devient un facteur très limitant. Pour quand on rentre le soir du travail et qu'on est fatigué, on se fait une omelette, salade verte, un yaourt et un fruit, ça y est, le tour est joué, on a fait un repas parfaitement sain et équilibré. Chez la femme enceinte, bien sûr, n'oublions pas l'œuf. Alors, il faut qu'elle respecte bien les règles de sécurité sanitaire et que quand elle a des œufs qui sont plus extra frais, qu'elle les fasse plutôt durs. Mais sinon, pour le reste, si elle veut faire une mousse au chocolat ou un œuf coq, il faut qu'elle prenne des œufs extra frais. Pour la personne âgée, l'œuf, c'est génial. C'est pas cher, ça se conserve longtemps. Et puis surtout, il y a une grande variété de recettes possibles. Et le grand avantage de l'œuf chez les gens âgés, c'est l'apport de protéines. Parce que vous savez que plus on vieillit, plus on perd du muscle, malheureusement. C'est une réalité qui s'impose à nous. Donc il faut avoir une alimentation hyper protidique à partir de l'âge de 70 ans. Or, les personnes âgées aiment de moins en moins la viande. Le poisson, attention aux arêtes, ça coûte cher et ça ne se conserve pas longtemps. Donc il ne reste plus que les œufs et les produits laitiers. Donc c'est vraiment
un aliment exceptionnel pour les personnes âgées. Donc on en met partout. Ça peut être œuf sur le plat, œuf coq, elles adorent ça avec les petites mouillettes de pain beurré, les omelettes, et puis on rajoute aussi de l'œuf dans les recettes, un jaune d'œuf dans la purée, tout de suite ça rajoute beaucoup d'éléments nutritionnels. Et puis pour les régimes, en fait, l'œuf, il est présent dans tous les régimes. J'ai commencé à titre de provocation un peu par le régime hypocholestérolémiant. Il fut une époque, moi ça fait depuis 25 ans que je prescris des régimes, moi j'ai connu la période où on interdisait les œufs aux personnes qui avaient trop de mauvais cholestérol en disant « Oh là là, surtout pas, hein, ça va éviter que vous ne les baissiez ». Donc non, même chez les gens qui ont trop de mauvais cholestérol, maintenant on ne supprime plus les œufs. On les autorise à raison de 3 à 4 œufs par semaine, ce qui d'ailleurs correspond au niveau de consommation normale. Hein, donc on n'est même pas dans la restriction, on est simplement dans manger des œufs comme ça vous plaît. En revanche, pour faire baisser le cholestérol du sang, c'est plus le cholestérol des aliments qu'il faut contrôler, sont les graisses saturées. Donc là, on fait gaffe au beurre, aux sauces, à l'excès de fromage, aux viennoiseries et tout ça. C'est ça qui fait baisser le taux de mauvais cholestérol. Dans le régime amaigrissant, l'œuf, il a vraiment sa carte à jouer. C'est génial. Dans les salades composées, les œufs durs, ça rassasie. Ça n'échappe à personne que quand vous mangez un œuf dur, vous êtes calé. Et ça, le côté rassasiant, il est très important. Donc non seulement ça apporte des protéines, ce qui limite la fonte musculaire chez les personnes qui maigrissent, et en plus de ça, ça rassasie bien. Et même au besoin, l'après-midi, quand on a une grosse faim, on peut se prendre un œuf dur. Comme ça, on mange très peu le soir. Et les dîners légers, c'est le premier conseil à donner à un patient pour l'aider à maigrir, parce que c'est la nuit qu'on grossit. Bon, le sportif, il ne vous a pas échappé que les fameuses omelettes de 6 blancs d'œufs du matin, ça, ils adorent, parce que ça leur apporte beaucoup de protéines. Et en plus, les protéines de l'œuf ont comme qualité d'avoir une assimilation très rapide. Donc, quand il a fait son sport, soit il se jette sur son shot de whey, qui est de la protéine de lactosérum, qui diffuse très vite dans le sang et qui va être très vite capté par les muscles pour qu'il se refasse, parce que n'oublions pas que la muscu, c'est de la déchirure musculaire volontaire. Donc après, le muscle doit se refaire une santé et il capte les protéines. Alors, on a la possibilité soit de boire des shots de whey, mais honnêtement, c'est pas très bon. C'est pas très bon gustativement. Soit, on se fait un œuf. Voilà, parce que la protéine d'œuf, elle diffuse très rapidement dans le sang aussi. Donc, et puis c'est quand même meilleur. Les végétariens adorent les œufs. Hein, donc pas de viande, pas de poisson, mais des œufs. Et heureusement, ça va leur apporter les protéines d'origine animale dont ils risquent de manquer et du fer, puisque le manque de fer est le talon d'Achille du végétarien. Par contre, les véganes, tant pis pour eux, hein, ils enlèvent la viande, le poisson et les œufs. Erreur à ne pas faire, car l'œuf est une source extraordinaire de vitamine B12 et les véganes savent très bien que la première carence, la méga carence qu'ils vont vite présenter, ça va être la carence en B12. Ils sont obligés de prendre des comprimés. Donc c'est vraiment dommage de prendre un comprimé quand on a tout avec nos œufs délicieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire d'important sur les œufs. Merci. Merci Laurence, très bien. On avait coutume de dire que le travail c'est la santé, non, c'est l'œuf, c'est la santé. Alors maintenant Alice. Oui, donc la dernière partie de cette conférence, on voulait vous faire un retour sur ce qui s'est passé ce matin. Donc c'était le trophée des œufs de France, donc il a lieu tous les 2 ans. Alors cette année, le thème c'était l'omelette star de nos terroirs. Donc l'idée c'était de mettre en valeur ce produit, cette façon de cuisiner les œufs. Donc c'est la 2e façon préférée de consommer les œufs en France par les Français. Donc c'était un concours ouvert à tous les jeunes de 16 à 24 ans. Et donc ce matin, on a 6 candidats qui ont beaucoup travaillé et qui nous ont présenté leur plat. Voilà, on avait 50 candidatures à l'origine, donc il y a 6 candidats qui ont été sélectionnés ensuite. Et donc là, on va vous donner les résultats des lauréats 2025. Alors, ça va ? Et nous avions le grand parrain, le grand... Alors, un petit mot. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Bien. Alors, comment ça s'est passé ?
Oh, ça s'est passé très très bien. Nous avons eu 6 bons candidats qui sont issus d'une sélection d'une 50aine de postulants. Bon, déjà, le fait d'être là, c'est déjà avoir gagné. Hein, voilà. Et après toutes ces belles et bonnes paroles, je crois que les poules vont caqueter de plaisir. Oui, alors, nous avons 3 ex-aequo pour la 4e place. On va vous faire un classement, on va finir par en haut. On a 3 ex-aequo à la 4e place. On a Émile Lacroux, Valentina Nikuta et Valentin Bruno. On les applaudit. Alors, on fera une photo après globale. Hein. Voilà. Ensuite, à la 3e place. À la 3e place, nous avons donc Lily Boire. Alors, qu'est-ce que nous a présenté Lily Boire? Alors, si tu peux nous expliquer, Lily, qu'est-ce que tu nous as présenté ce matin? Alors, ce matin, moi, j'ai décidé de présenter une omelette sucrée. C'est un peu osé, quand même, mais j'ai voulu représenter ma région en présentant la pastille de Vichy qui était dans mon omelette et sous forme de dôme pour représenter l'Auvergne, les volcans d'Auvergne, tout simplement. Oui, mais on doit rajouter que Lily est un bon entraîneur, puisque son papa est cuisinier. Et mon frère qui est là-bas au fond de la salle a Et le participé il y frère a aussi 10 ans cuisinier. à Donc, ce concours. normalement, tu as dû être très très bien entraîné. Oui, très Et bien. puis, tu très, es la très bien. seule à avoir fait un plat sucré. Et je suis très content d'être à la 3e place. Bon, ça va, merci. C'est le podium quand même. Hein. Parce que le grand frère avait fait quoi, lui? Mon grand frère a fait le concours du foie gras, donc il est au fond de la salle et il a également participé à Objectif Top Chef. Bon, eh ben, il y a encore un petit peu à faire, Lily. vous êtes jeunes, ça va aller. À la 2e place, moi je vais appeler Nathan Barbier. Bonjour Nathan. Faut pas qu'on se mette dans l'axe de la... C'est pour la réalisation. Nathan, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu nous expliquer ce que tu nous as préparé ce matin? Alors j'ai fait une omelette en rappelant ma région, qui est la Lorraine, avec le lard lorrain, confit, la Mirabelle de Nancy, en coulis, et la Tome de Nancy, qui est un fromage d'ici. Donc vraiment que des produits de la Lorraine. Merci Nathan, c'était un régal, hein. Je peux vous confirmer que c'était vraiment excellent. Et donc, il n'y a plus de suspense. Hein Félix? Allez, Félix Gilbert, première place pour cette édition 2025 pour l'omelette de nos terroirs. Alors explique-nous Félix. Alors attends, il faut attendre le micro. Alors moi aujourd'hui j'ai décidé de représenter ma région, du coup le Béarn. Je suis de Pau et donc Pau c'est la poule au pot d'Henri IV. Du coup j'ai décidé de la revisiter aujourd'hui dans un siphon accompagné des légumes qui sont pochés et puis avec des petites fleurs et des chiseaux pour apporter un côté végétal. J'ai décidé de faire mon omelette torsadée pour apporter un peu d'originalité et sortir du commun. Bravo. Bravo Félix. Alors, qu'est-ce que tu as gagné Félix? Président, je vais rajouter Oui. un petit mot. C'est que ces jeunes ont tous fait des plats différents, mais tous dignes de la belle cuisine. Et l'œuf a été particulièrement mis à l'honneur. D'ailleurs, le résultat est vraiment, c'est serré, comme on dit. Hein. On dit quand arrivé, il y a eu photo. Voilà. Voilà, pour tout vous dire, les 2 premiers sont arrivés dans un mouchoir de poche. Hein, Nathan et Félix, vraiment très très serrés. Mais bon, voilà, il fallait bien les partager. Et puis nous avions un jury d'experts autour de... Oui, on va faire venir le jury pour la photo globale. Il nous manquera Nicolas qui est parti, qui a dû partir, mais voilà, de vrais experts, de vrais fines bouches que nous avions. Venez remettre tous les cuisiniers quand même à l'honneur aussi. Allez, dites-nous. Je pense que ce sera mieux. Mettez-vous un peu devant.
Voilà, encore merci à tous ces jeunes. Nous avons vraiment des... On avait du top chef ce midi, ou ce matin. Vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Guy aussi pour l'accompagnement de ces jeunes. Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner votre place. Voilà. Ouais, très bien. Voilà, on arrive maintenant à la conclusion. On a toujours l'engagement de faire pas plus d'1 heure dans nos conférences de presse et on est bien dans les temps. Alors, la conclusion, je pense que vous avez tout retenu. Vous pourriez presque, je pourrais peut-être demander à quelqu'un de faire la conclusion dans cette salle. Non ? Manger des œufs. Les œufs, c'est la santé. Voilà, alors, les qualités de l'œuf, je pense que Laurence vous a fait comprendre, et puis c'est une personne qui communique très bien, qui envoie un message très, très chantant. Donc c'est assez facile derrière de booster la consommation d'œufs personnellement déjà. Donc les qualités de l'œuf reconnues dans le monde entier. La hausse de la consommation qui s'accélère en France. Ça aussi, il faut le souligner. On a pu parler dernièrement peut-être de pénurie ou de tension. Vous avez vu aussi que chaque Français a continué à acheter beaucoup plus d'œufs en grande distribution qu'avant. Donc il faut pouvoir suivre tout ça, mais c'est bien. Puis le problème, c'est quand on parle un peu de tension ou de pénurie, ben, ça incite en plus à acheter et à stocker. Donc, mais on a toujours présenté, et on a réussi à présenter plus d'œufs dans les rayons de la grande distribution que l'an dernier. Et les chiffres le disent, puisque quand vous vendez 5% de plus d'œufs sur le premier trimestre de 2025 par rapport à 2024, c'est un élément important. Ça n'empêche que la production française reste sous tension pour essayer de suivre ça. On vous a dit 300 millions d'œufs de plus par an en vente, de vendus dans la grande distribution, ça équivaut à la production d'1 million de poules pondeuses supplémentaires par an. Donc si on veut suivre ça, eh bien, il faut qu'on arrive à construire. Bien sûr, je le rappelle, mais 7 fameux 300 nouveaux poulaillers. On va y arriver. On va mettre un peu de temps à enclencher la machine, mais on va y arriver pour les années qui viennent. Sans doute pas 2026, mais 2027, on a déjà des choses intéressantes, malgré la tension de main-d'œuvre. Mais et toujours élever nos 90% de poules dans des systèmes alternatifs. Mais ça empêche que l'interprofession, et c'est le message fort, le dernier message que je vais vous faire passer, c'est que Madame la Ministre, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. On entend des discours de Madame Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui nous dit qu'il faut qu'on produise en France, il faut qu'on produise ce qu'on consomme et ça. Mais donnez-nous les moyens. Et ça, c'est la simplification administrative. C'est maintenant qu'il faut agir. Alors, on a des ministres qui ont un discours, on a une administration qui est un peu réticente. Eh bien, il faut savoir qui c'est qui commande en France, si c'est l'administration, si c'est le politique. Et là, on va le voir. Après, on a le ministère aussi de la Transition écologique, qu'il faut aussi... alors quelques-uns appellent ce ministère-là le ministère de la décroissance, mais on ne va pas aller jusque-là quand même. Nous, on veut de la croissance en France, et donc on y croit beaucoup. Donc alléger les procédures pour accélérer les installations et les transformations de bâtiments aussi, et pour assumer l'autonomie en œuf, pas l'autonomie alimentaire du pays, mais en œuf. On a la prétention de s'attaquer que à l'œuf, nous. Voilà, donc je vous remercie. Place aux questions. On a le temps, on va pouvoir prendre les questions que vous voulez et on va essayer d'y répondre. Oui, bonjour, Charlotte Murat pour EBRA. J'avais 2 questions. La première, c'est quand vous dites que vous voulez construire 300 poulaillers en plus, ça représente combien de poules? Parce qu'un poulailler, j'imagine qu'il y a des poulaillers de différentes tailles. Alors, il y a des poulaillers de différentes tailles. Vous avez par exemple, on a parlé tout à l'heure de la production Label Rouge. Il y a un cahier des charges qui limite à 6000 poules par poulailler. En bio, on a des recommandations sur la bio, pas plus de 24 000 poules par élevage. Nos voisins européens, c'est du 40, 50. Nous, en France, on recommande simplement. Et autrement, sur les autres codes, eh bien, vous pouvez aller sur des poulaillers plus importants, oui. Mais du coup, quand vous dites on veut 300 poulaillers en plus, j'imagine que vous avez dans l'idée un nombre de poules. On a un nombre de poules moyen comme objectif, oui, mais nous étions à 6 millions de poules pondeuses supplémentaires d'ici 2030. Okay. 1 million de places de poules pondeuses supplémentaires par an. 1 million de places de poules pondeuses supplémentaires par an d'ici 2030. Les 300 millions d'œufs qu'on a vendus en plus l'année dernière, c'est l'équivalent de la production. Vous l'avez par les chiffres de consommation.
Et on table sur une progression de consommation. Et ma deuxième question, tout à l'heure vous avez dit que les ventes en grande surface variaient d'un mois à l'autre. Je voulais savoir quand il y avait des pics de consommation et au contraire des creux dans l'année. Est-ce que c'est lié, je sais pas, des saisons, des fêtes particulières? On peut vous envoyer quelque chose dessus. On a un graphique et la variation, elle est plus de 100 millions sur 600 millions d'œufs vendus par mois. En moyenne, c'est 600 millions d'œufs qui sont vendus en grande distribution par mois et on a 100 millions en plus ou en moins d'un mois à l'autre. Et les mois où on consomme le plus, début d'année, février, mars et je dirais novembre. Mais on pourra vous envoyer un graphique. On a un effet, on peut avoir un effet saisonnier, on a un effet de fêtes religieuses aussi. Bonjour, Olivia Detroya du Figaro. Approchez bien le micro. Oui, j'ai une petite question sur la disponibilité des œufs. Vous avez dit que vous serviez toujours plus la grande distribution. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez réussi à le faire cette année avec une production qui était en baisse de 0,5% ? Et est-ce qu'on pourrait voir s'accentuer des tensions d'approvisionnement, notamment en grande surface, sur la disponibilité des œufs ? Il m'a semblé avoir du mal à acheter des œufs que je voulais chez Carrefour il y a quelques jours. Merci. Carrefour ou d'autres. Alors, au-delà d'un micro-événement en février où les producteurs avaient demandé à arrêter de livrer certaines enseignes, mais ça s'est résolu très rapidement, ce qui est le point de discorde, mais comment on fait pour vendre plus d'œufs en grande distribution quand on a une production qui stagne? C'est ça la question. Il se trouve que vous avez le marché de la grande distribution et le marché des nouveaux produits. Le marché de la grande distribution, c'est un marché qui est très contractualisé, avec des contrats sur des volumes et des prix aussi, puisque les lois Egalim sont là. Et donc, c'est des marchés où on a alimenté avec de l'œuf français en priorité. Et puis, les importations d'œufs, on en a parlé, des importations d'œufs ukrainiennes tout à l'heure, qui, elles, sont plutôt à destination des ovoproduits. Ouais. Voilà, donc Mais comme on a des engagements contractuels, alors, la difficulté, c'est de savoir quelle est la vraie commande d'une grande distribution, puisque quand ça manque d'œufs, eh bien, un distributeur il a tendance à commander plus d'œufs pour essayer d'en avoir sa quantité. Mais alors après, il y a certains modes d'élevage où les rayons se sont vidés sans doute un peu plus vite, mais on pense que certains consommateurs ont acheté un peu plus d'œufs que d'habitude et en ont stocké un petit peu. Oui, je pense que les images qui sont passées à la télé des États-Unis en février avec des rayons vides, coïncidant avec un peu de rayons pas forcément pleins chez nous, ont fait qu'il y a eu un effet un peu panique comme on avait eu au niveau du Covid. Hein. Les gens stockaient du papier toilette, stockaient de l'huile. Ouais. On l'a aussi vu il y a quelques années avec la moutarde. Hein. On disait qu'il n'y a plus de moutarde dans les rayons. Et puis il y avait des gens d'un certain âge qui avaient beaucoup de pots de moutarde dans leur placard. En attente. Mais non, mais c'est humain. Quand on répète, attention, plus d'œufs ou moins d'œufs. Les poules, elles pondent tous les jours. Oui. On a toujours un apport d'œufs. Non, oui. C'est ça la différence par rapport à certains produits où on va avoir une mauvaise récolte et là on n'aura pas de stock et là on aura réellement un effet de pénurie. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'effet de pénurie. On peut avoir des manques, des tensions, ce que l'on veut, mais on ne sera pas en pénurie. Les États-Unis ont perdu 15% de leur effectif de poules pondeuses sur l'épisode grippe aviaire 24-25. 15%. La France a perdu, on va dire, 60 000 poules 0%. Sur 45 ou 48 millions de poules pondeuses. La stratégie prise il y a 2 ans de vacciner tous les canards et la mise à l'abri de nos animaux, ça a été une décision très, très responsable de la part de toutes les interprofessions de la volaille qui ont réussi à convaincre Madame la Ministre d'accompagner, et le gouvernement français, d'accompagner aussi la vaccination, à hauteur de 85%. Cette question est très utile parce que l'an prochain, l'État français a décidé d'accompagner la vaccination à hauteur de 40%. Il y a 2 ans, lors de l'épisode grippe aviaire en France, ça a coûté quasiment 1 milliard d'euros à la France. Aujourd'hui, d'aider la vaccination coûte moins de 100 millions d'euros. Donc, est-ce qu'on doit continuer à aider la vaccination à sa juste valeur ou est-ce qu'on prend le risque d'avoir des cas de grippe aviaire? C'est la seule question qu'on a posée, Madame la Ministre. Mais je crois qu'aujourd'hui, le sanitaire, il est géré par l'euro plus que par le risque de priver, un risque de priver à un moment donné en volaille et en œuf.
J'ai juste une question pour compléter sur l'Ukraine. Bien proche de la route. Pardon. Sur l'Ukraine, qu'est-ce qui arrive des œufs coquilles ou des ovoproduits qui sont utilisés du coup dans la transformation? Les deux, il arrive des œufs coquilles, parfois qui peuvent terminer en magasin dans certains pays en Europe. Des œufs coquilles qui sont transformés en ovoproduits, des ovoproduits qui peuvent aussi repartir en dehors de l'Europe. Il arrive principalement soit œufs coquilles ou poudre d'œuf. On a aussi vu des œufs ukrainiens arriver dans certains pays européens et des œufs de ce pays européen-là arriver chez nous. Là, il peut y avoir des vases, des transferts de quantité. On a vu des œufs italiens, des œufs ukrainiens arriver en Italie et des œufs italiens arriver en France. Hein, ça aussi, c'est. Mais les marchandises voyagent librement en Europe. Il y a 2% des œufs qui font le tour de la Terre, hein, grosso modo. Le commerce extérieur, enfin le commerce international de l'œuf, c'est pas un gros volume, mais. Là, il n'a pas été abordé des œufs vendus en pack, tout cassés, dans les briques. Ce problème n'a pas été abordé. Parce que moi, au Ritz, on faisait faire des analyses par un laboratoire privé. Et lorsqu'on faisait nos glaces, nos sorbets, certaines pâtisseries, avec les œufs qu'on cassait nous-mêmes, il y avait toujours des problèmes. Parce qu'il y avait des bactéries. Ouais. Alors donc, on a adopté le système d'acheter des œufs en briques. Et depuis ce moment-là, on n'a jamais eu de soucis. Au niveau de la restauration hors domicile, enfin tout ce secteur-là, on a une augmentation importante de l'utilisation d'ovoproduits qui sont pasteurisés, qui présentent une garantie sanitaire par rapport au fait de casser des œufs. L'œuf, il sort de là où il sort. Donc à l'intérieur, il est stérile, à l'extérieur, non. Oui, bonjour. Mathilde Dumazet de l'AFP, bonjour. C'est peut-être un petit peu technique, mais je voudrais vous redemander des précisions sur les seuils pour l'évaluation environnementale, puis l'autorisation environnementale. Parce que j'ai vu passer plusieurs chiffres. Des fois, on voulait passer de 40 000 pour le seuil à 85 000. Là, je vois 60 000. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu, oui. Parce qu'il y a 2 directives en plus européennes qui sont concernées, oui. Et alors, dire à chaque fois quelle directive correspond à quoi. Le 85 000 fait référence à la volaille de chair, poulet de chair, 85 000, poule pondeuse, 60 000. Voilà, c'est ça la différence de... L'évaluation environnementale qui est par la directive EIE, c'est oui. Ça okay. Et en installation classée, en France aujourd'hui, on a un seuil déclaration, alors on va être un peu technique, mais qui est à 30 000 poules. On est en seuil enregistrement de 30 à 40 000 et en seuil autorisation à partir de 40 000. Et on demande à ce que ce 40 000 puisse remonter à 60 000 pour être au même seuil que l'EIE. C'est cela. Et qui... Voilà, oui. Et le seuil 21 000, du coup, c'est celui-ci dont vous parlez? Non, ça c'est un seuil IED qui est aujourd'hui à 40 000 et cette réglementation des émissions industrielles qui va être en application en 2026, en juillet 26, va descendre à 20. C'est un autre seuil, ça. On n'est pas sur un texte qui concerne uniquement l'agriculture. Et donc là, la demande, c'est de rester au niveau actuel? Oui. Sur cette directive-là, c'est de rester au niveau actuel. Merci. Oui. C'est une directive qui va sur les émissions polluantes, l'utilisation de meilleures techniques disponibles et ainsi de suite. Mais c'est assez technique. Hein. Je conviens que même nous, des fois, on s'y perd et on est obligé en tant qu'éleveur, de céder de cabinets d'audit et autres pour préparer d'éventuels contrôles, des dossiers, des déclarations annuelles à faire sur les émissions polluantes, sur la déclaration des flux d'azote. C'est tout un tas de démarches administratives que nous, on se doit de faire annuellement pour une traçabilité de nos pratiques. Oui, Monsieur Narcy, vous avez une question? Monsieur le Président, j'ai une question de Virginie Pinson en ligne des marchés. Combien de nouveaux poulaillers ont été effectivement construits en 2024? Est-ce que les coûts de construction des bâtiments commencent à diminuer? Madame Pinson, on ne peut pas vous répondre. Combien de poulaillers ont été construits en 2024? Nous, on a ce plan de filière lancé en juin 2024. On a senti un effet boost, surtout après le SPAS de Rennes au mois de septembre, et beaucoup de candidats qui se sont déclarés, je dirais, à partir de novembre. Et vous avez vu tout à l'heure le temps qu'il faut pour qu'un projet se concrétise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les 10% de travaux en cours qu'il y avait, ce sont essentiellement des transformations de bâtiments
avec des poules élevées en cage aménagée qui se tournent vers de la poule au sol ou de la poule plein air. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de donner un chiffre. Et puis, il y a aussi une certaine confidentialité des projets. Donc, je crois, Alice, tu as un élément à rajouter. Oui, juste pour dire que, justement, pour répondre à cette question, on a lancé tout récemment un observatoire de la construction des nouveaux projets à destination de toutes les organisations de production en France pour qu'on puisse recenser le nombre de projets à venir. Et cet observatoire, il va aussi suivre les coûts de construction des bâtiments. Et puis aujourd'hui, il y a des projets qui peuvent être en projet dans plusieurs organisations de production. Tant que le contrat n'est pas, tant qu'il n'y a pas d'engagement de signé avec l'organisation de production, je dirais que donc si on commence à compter les projets et qu'on compte 3 fois le même, on n'aura pas fait le boulot. Une dernière question en ligne de Diane Delangle pour Filière Avicole. Elle voudrait savoir où on en est concernant le plan de prévention des salmonelles. Est-ce que l'État a fermé la porte à la demande de la filière d'aide à la vaccination? Est-ce qu'il y a ou non recrudescence des contaminations? Alors sur le plan de salmonelle, on est à un niveau de prévalence. C'est comme ça qu'on évalue les contaminations salmonelles. On a un taux de prévalence, c'est-à-dire c'est le pourcentage de poulaillers qui est touché par rapport à l'ensemble des poulaillers en France. Les résultats 2024 sont équivalents à ceux de 2023. On a accès à la vaccination, vaccin vivant. Ça doit être un boost pour diminuer ce taux de prévalence qui est de 2,5%. Et nous, on souhaite le baisser à 1%. Et là, au niveau de l'État, nous avions une demande d'aide pour la mise en place de cette vaccination. Je pense qu'on aura une fin de non-recevoir financière, mais on a des demandes. On va travailler sur le second semestre techniquement sur l'amélioration du plan de détection ou du plan de surveillance de ces salmonelles pour que les élevages qui pratiquent la vaccination aient un protocole un peu allégé. Mais on pourra en échanger de façon directe si elle veut dans quelques temps, puisqu'il y a une saisine de l'ANSES qui doit sortir fin juin, début juillet sur ce sujet-là. Et après, on enclenchera de nouvelles discussions avec la Direction générale de l'alimentation. Autre question? Oui, bonjour, c'est Giulietta Gambini de la Tribune. J'avais 2-3 questions. Alors déjà, 300 poulaillers, l'objectif, mais sur combien de poulaillers aujourd'hui c'est-à-dire combien sont les poulaillers aujourd'hui en France? Qu'est-ce que représente 300 poulaillers? Il y a 3000 exploitations en France. Ouais, mais exploitation poulailler, comment on met un rapport les deux? Une exploitation peut avoir plusieurs poulaillers. Okay. C'est 3000 exploitations. Après, c'est pas 10% des exploitations qui vont construire un poulailler, puisqu'il y a aujourd'hui, on a des producteurs, par exemple, des producteurs de lait qui s'intéressent à réorienter leur métier vers de la production d'œufs. On a des producteurs de volailles de chair qui s'interrogent pour changer de production. Voilà, on a tout un tas de typologies de candidats qui fait qu'on aura demain, on aura de nouveaux producteurs d'œufs en France. Notre objectif, c'est d'avoir 1 million de poules en plus tous les ans. C'est ça, grosso modo. Si vous dire tenir un chiffre, c'est 1 million de poules. Ça va être plus ou moins de bâtiments si on fait un bâtiment de 10 000 ou un bâtiment de 50 000. Et pour pouvoir faire des comparaisons, il y a combien de poules aujourd'hui du coup? 48 à peu près. 48 millions de poules en France. Mais tout à l'heure, on a fait référence à 15% de la production américaine disparue. Là-bas, ce sont des élevages de plusieurs millions de poules pondeuses. En France, on veut faire plus 1 million par an. Mais si vous faites 300 divisé par 6, vous êtes à 50 bâtiments. Donc répartis sur tout le territoire aussi. Donc on est sur des unités moyennes de 20 000 poules. Voilà, en France, pour arriver à cet objectif de 50 bâtiments de 20 000 poules pour faire 1 million de poules pondeuses de plus par an. Donc on reste sur notre typologie d'agriculture familiale qui nous en termes de taille, et quelquefois qui nous protège du sanitaire aussi. Parce qu'un cas de grippe aviaire, c'est 2 élevages, c'est 60 000 poules. Aux États-Unis, ça aurait été 2 élevages, peut-être 3, 4, 5 millions de poules pondeuses disparues. Vous voyez un peu la différence de modèle qu'on peut développer en France, qui on pense, correspond mieux à ce que le consommateur ou le citoyen français souhaite voir en termes d'agriculture.
Et j'avais 2 autres questions sur les importations. Alors déjà, je voulais comprendre pourquoi les importations d'ovoproduits augmentent alors que les exportations continuent d'augmenter alors que les exportations augmentent. C'est pas très clair pour moi. Et puis sur l'Ukraine, les données que vous avez données, ce sont des données sur l'Europe. On ne sait pas en France d'où viennent les importations. Est-ce qu'on peut avoir la donnée concernant... La donnée concernant la France, on n'a pas de chiffres Donc on ne sait pas si en France, ce sont des œufs ukrainiens, par exemple, qui arrivent. Il peut y en avoir qui arrivent, mais ils vont être comptabilisés au premier point d'entrée en Europe. Okay. Donc s'ils rentrent par la Pologne, s'ils rentrent par la Lituanie, ils vont être souvent comptabilisés à l'entrée dans le premier pays. On sait qu'on en a eu en vente, on en a vu en vente dans certains magasins, je dirais de commerce non organisé, mais très peu. Ça reste. Et 50 000 tonnes, c'est 0,8% de la production française. On tape beaucoup sur l'Ukraine aujourd'hui, mais on a besoin de ces œufs ukrainiens en Europe pour pouvoir avoir les ovoproduits dont on a besoin. Et vous parliez tout à l'heure d'exportation. On a augmenté nos exportations d'ovoproduits parce qu'on exporte du blanc. Quand on parle d'ovoproduits, on a du blanc et du jaune. On consomme beaucoup plus de jaune sur le marché européen que de blanc. Donc on a repris des positions sur certains marchés de blanc à l'export, mais ça n'empêche pas qu'on importe. Alors c'est plus des pays limitrophes, ça va être des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Pologne, des ovoproduits liquides qui vont plus aller directement chez nos clients industriels. Alors, j'ai oublié de vous dire, nous avons Vincent Baumier qui est dans la salle, qui est directeur d'un couvoir Loman France. Donc si vous avez des questions pour Vincent aussi, qui est là pour vous répondre, alors il le fera à table aussi, mais si vous avez une question ou deux pour Vincent, comment ça se passe aujourd'hui? L'ovosexage, c'est quelque chose qui... Monsieur Baumier, vous pouvez répondre s'il vous plaît? L'ovosexage, c'est quelque chose qui fonctionne bien maintenant chez vous? Je peux répondre. Donc, depuis le 1er janvier 2023, donc, en France, il y a 5 couvoirs. Et aujourd'hui, on ovosexe 100% des poules brunes, donc des œufs bruns. Donc aujourd'hui, voilà, c'est mis en place avec un accord interprofessionnel au niveau du CNPO, voilà, pour couvrir le coût de production. Voilà, un accord interprofessionnel qui est valable jusqu'au 31 août 2026. Hein, vous l'avez tous bien compris, un accord qui s'est négocié autour du salon d'agriculture. Et après septembre 2026, sans doute que l'ovosexage fera partie du coût de production d'un œuf. Est-ce que vous avez d'autres questions ou compléments d'intervention? Après, on est à table, on va échanger. Hein. Là, vous avez un amuse-bouche, je crois, un œuf croustillant, sauce béarnaise. Ensuite, vous allez avoir une tarte fine à l'asperge, vous voyez le menu, mais bien sûr, il y aura de l'œuf ricotta et œuf coulant. Avec un plat en œuf façon meurette, mori farci, ça c'est une tuerie. Hein, allez-y, préparez-vous. Et en dessert, on aura donc une fraise pistache biscuit au yaourt. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre accueil, de votre écoute. Et puis on est disponible dans la salle. Et l'agence Adocom est là aussi pour recueillir vos questions. Puis on est toujours là quand il le faut, quand vous avez besoin de sollicitations. On essaye de se rendre disponible, pas toujours facile, mais on essaye. Et on va vous souhaiter un bon appétit et à plus tard.